Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je ne prétends pas un spécialiste de la blockchain, loin de là, parce que je suis professeur en knowledge management. Donc, je suis plutôt sur d'abord sciences du management et sciences humaines. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette publicité. Il faut avoir au moins 36 ans pour s'en souvenir. Il s'agissait d'une publicité pour une barre chocolatée. Et non, ce n'est pas moi. C'est vrai que ça ressemble. Et donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agissait d'un skieur, l'accent suisse fortement marqué, qui vantait les mérites de cette barre chocolatée et qui avait 10 secondes pour dire que c'était de la dynamite, et ensuite la barre explosait. Je vois un parallèle avec mon intervention, puisque je n'ai pas, heureusement, 8 secondes, mais 5 minutes, et je les tiendrai, j'ai chronométré mon intervention. Parce que je viens intervenir après 3h15 de débat sans pause. C'est un peu comme faire un cours à des étudiants après un repas avec frites. C'est à peu près intenable. Mais bon, je vais essayer. Et je vais vous dire, proposer un petit retour en arrière rapide. Nous sommes là, l'actualité américano-cubaine nous a ramené en 1962. Les missiles cubains sont tournés vers les États-Unis et les discours s'enflamment et les médias montent l'affaire en mayonnaise et se pose la vraie question surtout de la sécurité du territoire. Que fait-on pour pouvoir anticiper, évacuer rapidement, communiquer rapidement pour les secours si jamais un missile nucléaire tombe sur la Floride? Et on constate que le premier schéma de gauche est le réseau téléphonique commuté de l'époque, très centralisé. Et donc là, ça pose un vrai problème, parce que si le cœur saute, eh bien, on ne peut plus prévenir personne, et plus d'intervention. Donc, on propose le dernier schéma, et c'est un certain Paul Baran, qui travaille pour un sous-traitant à l'époque de l'US Air Force, et qui va faire cette proposition innovante que personne ne va croire. C'est irréalisable. Alors voilà pourquoi je vous parle de cette anecdote, parce que comme l'a dit Manuel Rodière, il ne faut, à mon avis, pas reproduire cette même expérience. Nous avons la chance de ne pas être dans un conflit, dans un contexte de conflit nucléaire, mais au contraire, justement dans une opportunité, comme l'a dit M. Louvet, une opportunité de donner du sens à notre avenir, d'intervenir sur des secteurs qui peuvent être source de bien-être, d'amélioration du bien-être et du progrès. Alors voilà, c'est l'occasion justement de passer à l'étape supérieure, et puis voilà, 50 ans plus tard, le phénomène se poursuit, nouvelles technologies, et puis le phénomène prend de l'ampleur. Voilà, ça, c'est pas un outil scientifique, c'est un outil au doigt mouillé, ça s'appelle Google Trends, et donc vous avez ici devant vous combien de fois le terme blockchain est saisi dans Google. Combien de fois les gens ont cherché à savoir ce que c'était que la blockchain. Et bien voilà. Et ça ne fait que continuer un jour après jour, mois après mois. Donc il est urgent de s'y mettre, de se pencher dessus. En direct aussi, presque, c'est un nuage de mots. Alors là aussi, c'est pas hyper scientifique. Je fais la recherche, donc je m'adresse aux chercheurs aussi. C'est pas un outil hyper statistique, mais quand même. J'ai repris tous les propos qui ont été menés. Voici les mots les plus cités pendant toutes les interventions aujourd'hui. Et vous voyez qu'il reflète assez bien les propos tenus, blockchain bien sûr, donc ça c'est rassurant, on a atteint notre objectif de ce point de vue-là. Et puis protocole de transaction, un réseau, confiance, aussi bien qu'on pourra avoir un peu je vous donne une définition simplifiée. Je m'excuse encore pour les spécialistes, mais c'est nécessaire quand on fait de la pédagogie auprès du public néophyte. On pourrait d'une certaine manière dire que la blockchain est un protocole de transaction qui permettent de mettre la confiance en réseau. Voilà. Peut-être une bonne manière d'utiliser, de faire une synthèse. Je ne pouvais pas faire plus court, je suis désolé, sur ces propos qui ont été tenus. Suivant. Voilà. Donc, on peut passer directement sur comme ça, on a du temps. Pour terminer, je voudrais juste profiter d'une métaphore organique. Voilà. On a été dans le numérique et le technologique, et je vais vous proposer une métaphore organique, celle de la plante. Je pense que nous êtes tous arrivés dans notre vie de planter quelque chose dans notre jardin ou sur le rebord de la fenêtre. Je pense que ce sont les trois enjeux
de mon point de vue et de notre point de vue, puisque c'est tout ce qui a été dit, hein, je fais que répéter, la pédagogie c'est l'art de la répétition. La nécessité, le premier enjeu étant celui de créer, comme pour une plante, d'avoir un soleil, c'est-à-dire de mettre en lumière les avancées, les expérimentations de la blockchain. On a parlé de régulation, mais je pense aussi qu'il faut parler d'observation, d'observatoire, qui mettent en valeur et qui fassent connaître et qui fassent la pédagogie de cette technologie pour pouvoir justement la faire accepter par un plus grand nombre, ne serait-ce que si aujourd'hui nous sommes à peu près 300, enfin plus maintenant, 300, si à 300 on utilise la théorie de Granovetter, on parle à 6, donc on passe à 1800, puis c'est 1800 on parle à 6 encore, on a 10 800, 64 000, etc., et on va vite aller pouvoir développer en quelques jours ce que c'est que la blockchain. Deuxième enjeu, c'est sans doute celui de, vous le disiez, de profiter de l'actualité législative pour peut-être proposer, ou si c'est ces événements-là, de profiter de proposer une terre nourricière, alors pas quelque chose qui contraint, vous l'avez dit, quelque chose qui contraint, qui empêche, mais au contraire qui nourrit, qui donne la possibilité d'innover et de prendre des initiatives sur la blockchain. Et enfin, je terminerai par le troisième enjeu, aussi en résumé de tout ce que vous avez dit, qui est celui de l'eau pour la plante, qui est celui de faciliter les investissements, parce que c'est ça qui apportera de l'eau au moulin, et de l'eau à la plante, en l'occurrence à la blockchain. Voilà, je tiens je vais vous essayer de vous faire une synthèse très rapide sur la blockchain, de tous les propos qui ont été tenus. Vous dire que c'était un peu comme une barre énergisante aussi, comme je le dis, qui est non pas dynamité, mais dynamisée. L'avenir du numérique dans lequel la France a une place à prendre. Et puis, M. De Vos utilise souvent cette citation, donc je me permets de la réutiliser parce que je la trouve effectivement très pertinente. Ce disait Antoine de Saint-Exupéry, qui disait que pour ce qui est de la vie, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Effectivement, alors je nous encourage tous à nous saisir cette opportunité que nous offre l'histoire. Je remercie M. le Président de Launay et puis Ludovic d'avoir fait confiance aussi aux étudiants et d'avoir permis la préparation. Je les remercie publiquement et leur dis le plaisir que j'ai eu à collaborer avec eux. Et je vous remercie à vous aussi de votre attention. Merci beaucoup. Comme l'a dit Ludovic, on va se diriger vers la conclusion. Donc, tout en excusant Jean Launay qui est président de la C2S-PCE qui a dû nous quitter. La conclusion va revenir à Henri Verdier. Donc Henri Verdier, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc depuis le 23 septembre 2015, il est directeur interministériel du numérique et du système d'information de l'État français, qu'on appelle plus communément la DINSIC. Il est également administrateur général des données. Donc son parcours, en 1995, il était cofondateur et directeur général de la société Odija Cognitive Media. En 2017, il a rejoint le groupe Lagardère comme directeur chargé d'innovation. En 2009, il a rejoint l'Institut Télécom comme directeur de la prospective. En 2010, il a co-créé une société, la société MFG Labs. Et moi, je le connais plus particulièrement dans le cadre de sa fonction au sein d'État Lab, qu'il a dirigé donc, de janvier 2013 à septembre 2015, qui est le service du Premier ministre chargé de l'ouverture des données publiques. Sous sa direction, donc, Etalab a développé une nouvelle version, inaugurée le 18 décembre 2013 du portail d'open data français que vous connaissez tous, datagouv.fr, qui héberge de nombreuses données publiques. Et cette version, vous le savez tous, qui autorise les citoyens à enrichir les données publiques ou à partager leurs propres données, a été qualifiée par le blog Tech Président de première mondiale. Voilà, donc je vais laisser la parole à Henri Verdier, qui sera chargé donc, de conclure nos travaux. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je ne me sens pas spécialement légitime à conclure un colloque sur la blockchain, moi non plus, mais j'imagine que puisque je travaille pour le Premier ministre, ce qui est absolument exact, je représente aussi un petit peu le gouvernement, et c'est ce que je vais faire. J'ai d'abord un petit peu d'espoir, parce qu'en écoutant la fin du colloque, parce qu'avant j'étais fêté les 10 ans de Cap Digital, le premier compétitivité que j'ai présidé pendant 8 ans, qui a 1000 startups, qui fête ses 10 ans en ce moment au Palais de Tokyo, où vous pouvez aller faire la fête après. En écoutant la fin du colloque, je me disais, après tout, puisque certains comparent le blockchain au niveau TCP/IP, je ne sais pas si dans les années 80, dans ces lieux,
on avait des colloques comme ça, en se disant l'avenir est très incertain, peut-être très prometteur, il est temps de s'y préparer, il est temps d'expérimenter. Je crois me souvenir, j'étais très jeune, mais je crois que la France disait de toute façon Internet ne pourra jamais porter les télécoms parce qu'il est best et force, mais il ne donne pas une garantie de sécurité. Je pense que la France disait le Minitel a beaucoup d'avenir parce qu'au moins il y a des business models. Donc il y a peut-être un petit peu d'espoir, on a l'air de prendre les ballons un peu plus tôt, les cours de métamorphose un peu plus tôt, un peu plus collectivement, et sans pousser trop loin la plaisanterie, je crois que c'est aussi le symptôme de choses qui changent globalement et collectivement dans ce pays, et c'est très encourageant. Alors, moi, il y a été fait allusion, bon, brièvement, notre mission principale n'est pas de trouver, ni de réguler le blockchain et ses conséquences, ni de trouver forcément des usages, mais je travaille dans le secrétariat général pour la mobilisation de l'action publique. Nous sommes chargés de conduire, d'accompagner, de soutenir, de faciliter la transformation de l'État, et à l'intérieur de ça, il y a un chapitre fort qui est la transformation numérique. Et donc cette DINSI dont on vous a parlé, c'est à la fois une DSI groupe de l'État et une direction de la transformation numérique. Donc quand même, vous me voyez venir, on va être concerné un peu par ce qui se dessine. Et j'ai envie d'abord de partager avec vous 2-3 convictions qui ne sont pas spécialement blockchain, mais qui me semblent très importantes. L'une, j'imagine que ça a été dit tout l'après-midi, le numérique dévore le monde. Personne n'est à l'abri. Trop de gens, trop souvent, dans trop de secteurs, mais on les connaît maintenant, on les a vus. On dit oui, mais moi ça ne me concernera pas, ou mais on ne laissera pas faire ça, ou c'est pas pour moi, ou ça sera pour la génération suivante. On a tous les jours sous les yeux des exemples de transformations ultra radicales. L'iPhone a à peine 7 ans, Uber a à peine 4 ans. Je n'épilogue pas, mais voilà, cette révolution, comme les autres, on ne peut pas dire que ce sera pour ceux d'après. On ne peut pas dire qu'on est à l'abri, on ne peut pas dire que les gens savent faire un tiers de confiance bien identifié. Il faut la prendre parce qu'elle est au sérieux une composante de la transformation numérique. Cette transformation numérique, pour la puissance publique, j'ai envie d'insister aussi sur le fait que c'est un double défi. Bon, on voit à longueur de presse que c'est un défi pour la puissance publique qui doit se l'approprier. C'est-à-dire que si on rate certaines révolutions, on rate certains gains de productivité, on rate certaines logiques d'action, on rate des opportunités de mieux remplir nos missions. D'une part, vous le savez, parfois on est défié par et peut-être qu'il y aura ça avec le blockchain, on est défié parce qu'elle change les conditions dans lesquelles on a conçu nos régulations. Je ne veux pas faire un long cours qui serait très compliqué sur l'histoire de Uber et des taxis, mais disons simplement que des régulations très anciennes, qui pour certaines remontaient à Louis XIV, et qui partent autour de l'idée que le taxi, il a un monopole, c'est la maraude électronique, la maraude, c'est-à-dire on peut l'attraper dans la rue. Alors, quand vous voyez quelle voiture est à 20 mètres de vous et que vous pouvez l'attraper sur un clic, on ne sait plus définir la maraude, et beaucoup de cadres de régulation qui semblaient absolument évidents, qui n'étaient jamais contestés, deviennent inapplicables. Et peut-être qu'on va voir arriver, avec le blockchain, des attaques pour la puissance publique de ce côté-là. C'est-à-dire des choses où on croyait bien savoir qui était le gardien, qui avait les clés, qui avait la serrure, qui avait donné son consentement, qui n'avait pas donné son consentement, etc. Et juste, ça sera techniquement plus possible, parce que ça va se redistribuer autrement. Et puis, je voulais partager avec vous une conviction forte, qu'on entend peut-être un peu moins, qui pourtant a été documentée par des chercheurs, par des économistes. Symétriquement, ces révolutions, qui sont des révolutions industrielles, sans la puissance publique, elles ne se produisent pas. Les révolutions industrielles, s'ils n'ont pas les institutions adaptées, si les institutions ne prennent pas le génie du temps, n'épousent pas les chaînes de valeur de l'époque, ne comprennent pas les logiques de l'action, elles freinent, elles bloquent, elles sont criardes. Et donc si les institutions ne sont pas, les Anglais diraient compliant avec leur époque, elles ne peuvent pas accompagner la transformation de l'économie et de la société. Et donc la raison pour laquelle vous devriez tous nous aider à ce que l'État rentre vite dans sa révolution et s'approprie ces technos, c'est aussi que même les startups, et j'ai travaillé 10 ans plutôt dans l'écosystème de startups, si la fiscalité n'a pas compris que la valeur se déplace vers le lieu de l'expérience utilisateur, si les régulateurs ne savent pas que parfois il suffit de distribuer de la ressource pour que ça s'autorégule, si finalement au bout d'un moment on devient le boulet de l'économie, et pas du tout à cause de l'incompétence des uns ou des autres, mais parce qu'on rate le génie du temps. Donc, il y a une deuxième raison pour laquelle la puissance publique doit prendre le blockchain, jouer avec le blockchain, comprendre, se l'approprier, etc. C'est que peut-être qu'effectivement la distribution d'un certain nombre de manières d'agir va être complètement bouleversée très très vite, et qu'on
ne comprendra pas pourquoi il faut aller, je vise aucune profession réglementée, hein, mais pourquoi il faut passer par la case notaire, ou par la case ceci, ou par la case banque, etc., pour des choses qui semblera évident qu'on pourra faire de gré à gré, etc. Peut-être la troisième et dernière idée forte, c'est que, j'ai déjà frôlé une ou deux fois là, en général, et moi j'ai aussi travaillé dans d'autres secteurs d'hyper-innovation, dans le big data, etc. Là où on a du mal à anticiper les choses, c'est que ces révolutions, c'est d'abord des transformations du modèle d'affaires, de la logique de l'action. Et si on s'en sert pour remimer le passé, si on prend les tablettes pour faire des faux livres, si on prend les big data pour faire des grosses statistiques, si on prend... En fait, il se passe rien. Et le plus dur à voir venir, c'est la transformation de la logique de l'action. Puis souvent, on met des choses plus par-dessus tête, etc. Je vais peut-être vous parler d'un projet très joli qu'on a fait au SGMAP et qui permet de réfléchir. Vous savez tous que le droit fiscal et social est un peu compliqué. Et l'une des conséquences un peu dramatiques, c'est qu'il y a un non-recours considérable, c'est-à-dire beaucoup de gens ont droit à des aides votées par l'Assemblée nationale, mais ne le savent pas ou ne songent pas à y recourir, c'est plusieurs milliards d'euros quand même. Donc on s'est dit, on va faire un logiciel qui s'appelle Mes aides, vous pouvez le voir en ligne, mesaides.gouv.fr, qui va permettre assez simplement, en quelques clics, de savoir à quoi on a droit. Ça n'a pas été très dur. C'est du travail, mais ça n'a pas été très dur. Ce qui a été dur, c'est de construire une relation au guichet totalement opposée, totalement symétrique avec l'ancien. De sortir d'un monde où l'usager vient voir l'administration et dit s'il vous plaît, est-ce que j'ai droit à quelque chose? On dit attendez, je vais vous dire. Et puis, on a un risque éventuel de faux négatif, en disant désolé, j'ai rien pour vous. Et de passer à un monde qui est juste l'inverse. Les gens arrivent en disant je sais que j'ai droit, et peut-être il y a des faux positifs. Et on doit leur dire désolé, mais votre pays est le seul au monde qui n'a pas passé de convention avec la France, et pour lequel les étudiants n'ont pas de. Et il a fallu retravailler en profondeur la relation au guichet des caisses de l'allocation familiale, par exemple. C'était pas impossible, mais c'était là le lieu d'innovation le plus important. Est-ce que je peux venir me mettre à aider, enfin au lieu d'être dans une logique de face à face en détenant la vérité, je vais accompagner quelqu'un qui a déjà commencé tout seul une recherche personnelle et qu'il faut aider. Et souvent, les difficultés avec les révolutions de ce genre, c'est que c'est là que se passe la transformation la plus importante. De même, il faudrait réfléchir. Enfin, Uber est quelqu'un qui encaisse la carte bleue. Beaucoup de choses dans le conflit Uber-Taxi reposent là-dessus d'abord. C'est-à-dire qu'il prend la course. La semaine dernière, d'ailleurs, j'ai aucune action, ni intérêt, ni amitié spéciale pour Uber. J'ai reçu un chauffeur Uber sourd-muet. Et Uber m'a dit, voilà, ça sera quelqu'un de sourd-muet. Et il pouvait faire ça. Parce que la course est très payée, la destination est déjà connue, je l'ai déjà payée, etc. Donc vous voyez où se jouent les transformations. C'est pas parce qu'ils ont une jolie interface sur smartphone, ça, tout le monde sait faire. C'est parce que leur modèle d'affaires est différent. Et donc, de nouveau, je m'excuse de ne partager que quelques généralités avec vous. Ce qui va se passer d'important dans le blockchain, c'est pas juste de remplacer d'éventuels coffres-forts électroniques. C'est quelque chose au niveau de la distribution. De la distribution de la logique de l'action. Alors, je sais que vous êtes tous pressés maintenant, puisque le Chelsea et le groupe La Poste nous offrent un cocktail qui va être remarquable. Du coup, la stratégie de transformation digitale que nous travaillons, elle tient compte de ça. Je partage un peu avec vous, et vous verrez que pour l'instant, il n'y a pas directement, immédiatement de blockchain, mais si la transformation de l'action, c'est bien une transformation du modèle d'affaires, de la logique de l'action, les sujets de gouvernement ouvert sont extrêmement importants pour entrer dans cette époque du numérique. C'est pas seulement pour ça que le gouvernement, le SGMAP, la DINSIC, etc. soutiennent le gouvernement ouvert. Il y a plein de raisons de demander un État plus transparent, plus contributif, plus coopératif, mais par ailleurs, ça ne sert à rien de prétendre faire une transformation numérique si on n'apprend pas à travailler dans des logiques d'ouverture, de distribution, de contribution, de coproduction, de co-création, de rapidité, d'agilité, etc. Donc on a un énorme chantier. Pour nous, par exemple, on a considéré que si on doit transformer l'administration, il faut transformer d'abord cette logique de l'action. Ensuite, on a beaucoup travaillé, mais je crois que Sébastien Sorello a touché un mot sur les stratégies de plateforme, mais là aussi, c'est une transformation importante qui pourra avoir des conséquences sur ce qui vous intéresse. La puissance publique doit peut-être apprendre à utiliser, parce que toutes ces ressources soient pensées pour être utilisables par d'autres, ouvertes à travers des API, la plupart du temps. Et ça change le jour et la nuit si chaque fois qu'on fait un produit, on organise la possibilité que des dizaines ou des centaines de gens se servent de la même ressource, du même code, de la même data, pour vous challenger. Parfois, c'est arrivé à nos dépens. Moi, j'ai fait des très beaux produits, je suis très fier, et en même temps, je vois le jeune Paul Duhan, dont vous avez dû entendre parler, la star des data scientists,
qui reprend dans nos API les mêmes données et qui va dire je vais faire encore mieux, je vais les challenger, et bien c'est très bien que la puissance publique organise la possibilité de se faire dépasser, que les gens reprennent la bonne arrivée et aillent encore plus loin. Et puis, et là on en arrive à nos sujets quand même, nous travaillons à remettre un peu de capacité numérique dans l'État, parce que je suis heureux de partager avec vous qu'après un certain nombre d'années de sous-traitance un peu outrancière, d'abandon de maîtrise, de maîtrise d'ouvrage, il y a des méthodes, des pratiques et des savoir-faire du numérique qui ne sont pas rentrés assez profondément dans l'État. Il se trouve que je travaille aussi dans des grands groupes industriels, du CAC 40 en tout cas. On n'est pas toujours complètement pire que les entreprises du CAC 40, mais devenir complètement à l'aise avec les méthodes agiles, avec les big data, avec le blockchain, avec toutes ces choses qui nous arrivent, l'intérêt des objets, etc., ça doit faire partie d'une ambition complète et irréfragable. Alors là, on a évidemment quelques difficultés que connaissent tous les innovateurs. C'est que les applications les plus grandes sont tellement importantes qu'on ne les voit pas. Ce qu'on pourrait faire avec le plus dur avec les big data, c'est de se dire il ne devrait plus y avoir du tout de maladies nosocomiales. Enfin, c'est des choses qui nous semblent être l'air du temps tellement on y est habitué. Il y a des accidents de la route, etc. Et se dire en fait maintenant c'est possible, il est possible qu'il soit possible de régler ce problème et de se mettre le niveau d'audace, de dire non, on peut ne plus faire comme avant. Mais ça peut avoir l'air abstrait ce que je vous dis, mais je peux vous raconter des dizaines de cas où, en fait, en général, quand on n'imagine pas une solution, on ne voit pas le problème. Et le plus difficile aujourd'hui, c'est de repérer les nouveaux problèmes et de se dire ah oui, il y a enfin une solution, on y va, c'est devenu inacceptable. Par exemple, il est peut-être temps d'ouvrir le chapitre de l'accidentologie prédictive. C'était difficile il y a encore 5-6 ans, mais dans un monde où il y a beaucoup de Waze et beaucoup de TomTom, etc., il est peut-être possible d'ouvrir le chapitre sérieux de l'accidentologie prédictive en matière de sécurité routière. Mais c'est évidemment très dur pour un acteur qui délivre au quotidien une mission, qui a une organisation, etc., d'avoir le courage de faire ce pas de côté et de dire je reprends à la racine, je récuse toutes les évidences et je me dis que tout ce qu'on m'a appris n'est peut-être pas fatal, n'est peut-être pas inévitable. Et pourtant, c'est ça qui feront les startups qui viendront nous challenger, privés et publics, parce que à 17 ans ou à 15 ans, en voulant changer le monde, il y aura un gamin qui lui aura dit je vais récuser. Enfin, voilà, je suis peut-être un peu long et peut-être un peu loin de sujet. Et donc, pour l'État, qui n'aura pas de. Enfin, l'administration centrale où je travaille, il y a de grands opérateurs, il y a de grands organismes de recherche. L'administration centrale où je travaille ne va pas se mettre à faire de la R&D à tout bout de champ. Donc le sujet va être, je crois, d'expérimenter très très vite toutes ces technologies. Et là, pour le coup, il faudra s'organiser pour aller chercher la capacité de jeu, la capacité de trouver un peu de temps, un peu d'énergie pour tester très très vite ce qu'on peut faire. Alors, on a commencé avec le big data. On a continué avec les méthodes agiles. Donc, faire de la preuve de concept, c'est dégager un peu de temps, expérimenter. Et là, j'insiste aussi, c'est aussi une affaire presque de souveraineté. Plusieurs intervenants avant moi ont dit on ne sait pas ce qui se prépare, on ne sait pas ce qui va arriver. Je crois que sur ces sujets-là, l'ère de la prospective est presque finie. Enfin, c'est très difficile d'anticiper. Non, Claudie, je ne dis pas que la prospective est finie. Il est presque impossible d'anticiper sérieusement à 3-4 ans ce qui va se passer, mais il est possible d'être au jus, d'être au courant, d'être les mains dans le cambouis, d'avoir des gens qui savent, d'avoir des gens qui ont déjà essayé, des gens qui ont déjà déployé un système, d'avoir cette curiosité permanente de s'en parler, d'en nourrir notre conversation, etc. Donc on va essayer de faire ça, et évidemment, je ne vais pas faire d'annonce fracassante ce soir, mais on est en train de commencer à s'organiser pour aller le chercher nous aussi sur le blockchain. Alors pourquoi sur le blockchain? Peut-être que les intervenants avant moi l'ont dit, mais effectivement, moi je crois, ce qui a un peu une pensée quasiment standard dans la Silicon Valley, c'est une sorte de révolution qui sera pratiquement du emploi client à TCP/IP. Avec TCP/IP, finalement, on a rendu les communications programmables, avec une notion décentralisée, etc. Là, c'est la confiance, c'est-à-dire la relation, la transaction, etc. Et rendre la transaction à câble, programmable, distribuée, je pense que c'est un composant d'innovation aussi grand que TCP. Ce que je vous disais n'est qu'un acte de foi et après de lecture de seconde main, mais je crois profondément, et je crois que pour l'État, pour la puissance publique, là, il faut regarder. Parce que s'il y a bien quelque chose que sécrète normalement l'État,
c'est la confiance, c'est la sécurité, c'est la sécurité des transactions, c'est la traçabilité, c'est la mémoire. C'est quelque chose qui est quand même très 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 proche du cœur de métier de l'État s'il a un cœur de métier. Et donc il est assez urgent de le poser à ce niveau-là. Et si vous reprenez tout ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de nous organiser Sonadinzik, alors pour aller soutenir, d'abord pour aller chercher des idées là où elles sont. D'ailleurs, si parmi vous il y a des gens qui se disent quel dommage que telle administration ne me reçoive pas, j'aimerais rencontrer tel opérateur. Ça sera la première chose. Si on peut favoriser de la mise en relation avec des administrations dont vous pensez que vous pouvez leur proposer une expérimentation pertinente, on le fera. Deuxièmement, j'ai vraiment le plaisir de le dire publiquement, on va réouvrir un peu le chapitre, d'aller chercher un peu plus dans la recherche académique. C'est quand même un trésor qui est trop souvent oublié. Je fais court, et certains qui sont dans la salle se reconnaissent et savent de quoi je parle. On ira chercher des idées ou des projets ou des expérimentations dans le monde de la recherche. Ça a l'air basique dans le monde industriel, on trouve ça normal. De toute façon, ça fait des années que l'ANR et autres poussent à des partenariats publics-privés en matière de recherche. Dans le monde de l'administration centrale, on n'a pas forcément le réflexe ou la culture de dire les idées rechangent, les technologies rechangent. Sont tout simplement dans des labos du CNRS, du NIA. On va aller creuser un peu cette composante et on va aller soutenir quelques expérimentations. Alors c'est vrai qu'on en a passé 2-3 ces dernières semaines sur la consignation numérique, etc. Je ne peux pas vous annoncer ce soir qu'un bouton Go a été appuyé, mais notre bienveillance et notre envie, surtout notre appétence à aller chercher ces expérimentations, à les tester vite, à regarder les retours d'usage, etc., sera grande parce que c'est probablement la meilleure stratégie quand vous êtes en centrale chargé d'aller chercher de stimuler une transformation que vous ne savez pas planifier. Je terminerai, j'ai fini, on va aller à Sotel. Plusieurs parmi vous ont dit on ne sait pas du tout ce qui va se passer, et suivant les orateurs, j'ai entendu que ça pouvait être une idée plus ou moins inquiétante. Moi, je trouve que c'est une idée super stimulante. Il y a peut-être un continent entier que personne n'a vraiment exploré encore. Et je crois qu'il faut le prendre dans cet esprit-là. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va se passer des choses fascinantes, il va se passer des innovations fascinantes, il va se passer des expérimentations imprévues. Et j'espère que la France, peut-être contrairement à ce qu'elle a fait quand elle est arrivée à Internet, va se dire on est fort, on est joyeux, on y va et on a du partagé. Merci à tous et au revoir. Merci Olivier, merci à tous les intervenants. Et donc maintenant, le groupe La Poste et le Chessy vous invitent pour ce petit cocktail rafraîchissant. Merci beaucoup, à très bientôt.